Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec nos fidèles compagnons, notre équipe d'informateurs, d'éditorialistes. Et on commence par Francis Laloupeau pour Africa numéro 1, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Et Nadir Djenad pour Beurre FM, bonjour aussi. Bonjour Jean-Marc. Enfin, notre chercheur du CNRS, notre directeur de recherche Dominique Volton, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Bon, et puis Éric Zemmour, le journaliste que nous connaissons. Voilà, les présentations sont faites. On passe directement à l'adresse où vous pouvez nous écrire. Il va s'afficher sur votre écran. C'est hebdo@rfo.fr. Et on entre dans le vif du sujet tout de suite. Le Liban, où nous venons de l'apprendre au moment où nous enregistrons cette émission, le Parlement libanais a décidé de surseoir à sa décision pour désigner un président de la République dans ce pays. Le mandat de l'actuel président Émile Laoud est terminé. Et donc, le Liban s'enfonce dans la crise institutionnelle. Pourtant, au chevet du pays depuis quelque temps, on a vu notre ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, mais aussi les Italiens, les Espagnols. Le Liban est très choyé, surveillé. On sait qu'autour de lui, la Syrie, l'Iran, Israël surveillent de très près ce qui s'y passe. Et on a envie de se dire, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le Liban aujourd'hui n'a pas de président? Nadir Djenad, pourquoi est-ce que la France d'abord s'intéresse de si près à l'avenir politique du Liban? Tout simplement parce que les relations entre la France et le Liban sont tout sauf des relations uniquement amicales entre deux États, ce sont des relations quasi charnelles. Il faut rappeler que le Liban est une création française, née en 1920 avec le mandat confié par la Société des Nations, anciennement ONU, à la France après la fin de la Première Guerre mondiale et l'éclatement de l'Empire ottoman. Il y a un fort attachement donc de la France au Liban. Au Liban, bien sûr, on parle beaucoup le français. Voilà, et j'ai noté aussi une phrase du général de Gaulle qui disait que les Libanais sont le seul peuple dont jamais, à aucun moment, le cœur n'a cessé de battre au rythme de celui de la France. Donc, je trouve que c'était une belle phrase. Donc, le problème actuel, donc c'est vrai, vous l'avez évoqué, donc le Liban s'enfonce dans une crise. La majorité parlementaire, donc emmenée par Fouad Siniora et Saad Hariri, l'actuel Premier ministre, et Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre assassiné, et l'opposition, emmenée entre autres par le Hezbollah, n'arrive pas à s'entendre donc pour désigner un successeur à Émile Laoud, le président dont le mandat s'achève. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'il risque d'y avoir deux gouvernements finalement qui vont être nommés, donc deux gouvernements qui ne vont pas se reconnaître mutuellement. Donc les deux pays donc le pays va s'enfoncer dans une crise. C'est vrai que la France ne ménage pas ses efforts, mais malgré l'attachement de la France au Liban, on peut quand même se poser des questions sur l'influence réelle de la France dans le pays et dans la région, puisque la crise n'est pas résolue à l'heure actuelle. Dominique Volton, j'ai envie de vous dire, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un échec diplomatique de la France. Qui a fait beaucoup d'efforts pour obtenir un consensus sur le nom du futur président libanais. Non, il ne faut pas dire ça. Si vous voulez, on a d'une part raison de dramatiser pour une date, un horaire, mais en même temps, les relations internationales sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui qu'il y a 30 ans, puisque vous avez quand même sur place la présence du conflit avec les Palestiniens, vous avez sur place la présence du conflit avec les deux formes de l'islam, vous avez la présence sur place d'un conflit politique plus classique entre le Liban et la Syrie. Et vous avez ensuite une géopolitique qui est extrêmement mouvante, parce que là maintenant, si je puis dire, plus personne ne tient ses troupes. Et puis, si je puis dire, vous avez un climat politique avec des violences très anciennes qui existent depuis longtemps. Donc par conséquent, le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à un moment, c'est pas l'échec. Je prends l'exemple des négociations de la construction européenne. Pendant 40 ans, on a à chaque fois arrêté les horloges pour arriver à trouver une solution. Donc c'est difficile. Moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'en définitive, l'ensemble des puissances ont intérêt à ce que quelque part la paix existe sur place. Et vous avez un certain nombre de petits pays ou de petites situations internationales qui ont une dimension mondiale et dont il faut conserver l'équilibre. Si c'est l'échec, ce sera l'échec comme à Chypre. Si c'est l'échec, ce sera l'échec comme pour les Palestiniens. Si c'est l'échec, ça pourrait être comme ce qui se passe actuellement en Europe avec la Belgique. Donc, autrement dit, on a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas deux gouvernements et qu'il y ait un équilibre précaire qui permette de ne pas exclure complètement la Syrie, qui évite que la Syrie veuille en reprendre la main sur le Liban, et qu'ensuite on arrive à un équilibre pour les Palestiniens et pour l'équilibre religieux. Donc, c'est tout à fait normal, ça prenne du temps.
On a raison de dramatiser. Si Vous c'est n'êtes 4 pas jours de plus pessimiste que voilà. ça. Si Alors, ça prend 4 jours de plus, personne n'en mourra. Si à la sortie, il y a un minimum de respect pour ce que représente le Liban comme Il situation. va y avoir un risque de guerre civile quand même. Oui, bien parce sûr. que, On l'a déjà en eu. 1975. On a eu donc, 2 on guerres peut dire civiles que au Liban. La situation Et j'ajoute est dernière chose, comparable. pardon. C'est un enjeu de la francophonie au Liban. Il faut bien dire qu'il y a 2 grands territoires francophones sur cette bassin méditerranéen, cette partie-là. Vous avez le Liban et l'Égypte. Et si jamais la francophonie au Liban échouait, ce serait tragique pour une bonne partie des rapports de Alors, force culturelle. Éric Zemmour veut dire un mot, et ensuite Non, mais Francis Laloupo. Alors, Éric Zemmour. Alors, Francis Laloupo, voilà, très aimable. Alors, ne vous battez pas, vous allez tous parler. Francis Laloupo. Non, mais je vous trouve très courtois. Mais je suis toujours prêt pour toi. Voilà, Francis. Je trouve Dominique Volton plutôt optimiste. Bon, c'est vrai que le parallèle avec la Belgique est intéressant, sauf que au Liban, les armes parlent et nous avons une violence endémique depuis de nombreuses années, ce qui est quand même un paramètre à ne pas négliger. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et que quand on voit tous ces ministres des Affaires étrangères, français, espagnols, italiens, se porter au chevet du Liban, on a le sentiment d'assister plutôt à une sorte d'acharnement thérapeutique sur un pays qui va quand même très très mal. Nous avons 2 éléments qui font que ce pays a une difficulté endémique à s'en sortir. Premièrement, nous avons son implication très forte dans les conflits du Moyen-Orient. Et en toile de fond, on a le sentiment d'assister à un prolongement du bras de fer entre les États-Unis, Téhéran et la Syrie. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui isoler le contexte politique de ce bras de fer très particulier qui se passe entre les États-Unis, qui d'ailleurs sont un peu en retrait, vous l'avez remarqué depuis quelques jours. On a entendu Condoleezza Rice a envoyé un message mollement disant que s'il n'y avait pas d'élection, ce serait très dommage. Mais enfin, bon, on a vu les Américains beaucoup plus vigoureux que ça en général quand il s'agit de diplomatie, de politique étrangère. Mais là, il y a un retrait qui est un retrait tactique. On laisse les Européens s'impliquer sur la scène politique, sachant que l'échec est programmé. Et l'enjeu le plus important, au-delà de cette élection qui aura lieu ou n'aura pas lieu, c'est la résolution de ce bras de fer très particulier entre les États-Unis, Téhéran et la Syrie, sachant que, je veux dire, les revendications de la Syrie sur le Liban, qui sont des revendications récurrentes, qu'il ne faut pas négliger, parce que la Syrie... il s'agit de revendications territoriales. La Syrie considère que le Liban fait partie de son nord. Disons que la Syrie a souvent considéré que le Liban était en fait, représentait pour elle la perte d'une façade maritime, d'une partie de sa façade maritime, ce qui, sur le plan commercial, est très important. La Syrie, quand vous allez à Damas, la blague qui circule, on dit souvent, le Liban, c'est un centre commercial, ce n'est pas un État. Donc c'est le prolongement, c'est le centre commercial de la Syrie. Ce sont des blagues douteuses, c'est des plaisanteries douteuses, mais qui montrent bien quand même l'état d'esprit qu'il y a entre de cette grande Syrie vis-à-vis du Liban. Alors, et justement, juste pour finir, je veux dire sur l'implication française. Nadir disait qu'il y avait une relation charnelle entre le Liban et la France. Je crois justement qu'il faut sortir de ces relations charnelles, de ces relations passionnelles en matière de diplomatie. Il faut peut-être, je veux dire, couper définitivement le cordon ombilical, justement ce cordon ombilical passionnel entre la France et le Liban, et instaurer simplement une relation d'État à État avec des éléments de diplomatie ordinaires et banaliser en fait ces relations-là. C'est peut-être le meilleur service à rendre au Liban. Alors, Éric Zemmour, Francis Laloupo a prononcé le mot Syrie. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, était il y a quelques jours en Syrie. Et on peut supposer qu'il a parlé du Liban. Alors, la Syrie, c'est le grand Satan par rapport au Liban ? Écoutez, moi je suis content d'avoir laissé parler Francis Laloupo parce que je suis en grande partie d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je voudrais simplement prolonger ce qu'il dit. Le Liban est un pays qui a été à 2 doigts, qui a connu la guerre civile, donc qui a été à 2 doigts de l'explosion totale. C'est un miraculé de l'histoire. Moi, je pense, je ne lui vois pas beaucoup d'avenir pour une raison très simple, c'est que son passé est inscrit dans la volonté, dans 2 éléments qui n'existent plus, c'est-à-dire l'influence française au Moyen-Orient. Il s'était partagé le Moyen-Orient avec les Anglais. Donc là, je crois qu'on a été chassé avec les Anglais du Moyen-Orient. Depuis 1956, depuis la fameuse expédition de Suez, et on fait tout pour y revenir, mais on a perdu notre influence depuis ce jour-là. Deuxièmement, le Liban reposait sur la domination des chrétiens maronites
et cette domination a été plus qu'entamée, reniée, détruite par la réalité démographique et religieuse du Liban. Et aujourd'hui, on voit bien, c'est d'ailleurs un exemple emblématique, d'une société multiculturelle, multicommunautaire, que ça ne marche pas. On voit bien que ça a toujours été comme ça. Non, c'est pas toujours. Alors, attendez, on va laisser Éric Zemmour qui dit qu'une société multiculturelle et communautaire ne fonctionne pas. Ça a toujours été. Non, je sais ce qu'ils veulent dire quand ils disent que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, évidemment, votre phrase, mon il y a cher toujours Éric eu, Zemmour. évidemment, des musulmans. Ils n'ont pas tous été chrétiens au Liban. Je ne l'ignore point. Ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, ça reposait sur la domination politique et économique des chrétiens maronites qui tenaient le pays, les autres n'étant que des minorités, justement, qui n'avaient pas le droit à la parole. Aujourd'hui, c'est un affrontement entre communautés, et c'est ça où mène, selon moi, une société multicommunautaire et multiculturelle. Alors, donc ça vient de l'intérieur du Liban. L'intervention de la Syrie, l'intervention de l'Iran, la guerre israélienne. Non. N'a pas de rapport avec ce qui se passe au Liban. Mais bien sûr que c'est un rapport. Évidemment, tout a un rapport. D'ailleurs, ça, si vous voulez, la Syrie, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Francis. Évidemment, pour eux, le Liban est une création coloniale. Ils ont d'ailleurs en grande partie raison, et ça leur appartient. Donc, tout ça est d'une logique imparable. Quant à la guerre, pas sûr que les Libanais, que la majorité des Libanais partagent votre opinion sur le fait que ça leur appartient. Nadir Djenad voulait dire un mot, ensuite Dominique Volton. Je voulais dire ce que vous venez de dire, Éric Zemmour, est faux concernant donc l'affrontement entre communautés, parce que dans ce conflit actuel, on voit par exemple que l'opposition, il y a le Hezbollah, mais il y a aussi Michel Aoun qui est chrétien. Donc c'est pas c'est-à-dire des musulmans et des chrétiens. Voilà, des musulmans et des chrétiens. Bien sûr. Donc mais après il y a des donc c'est pas c'est politique, c'est un conflit uniquement politique, je pense. C'est aussi très politique. Dominique Volton. Quelque chose peu importe, la question ici, c'est pas de débat des opinions personnelles, savoir si un État va survivre ou pas. Il faut rappeler des choses de fond. Plusieurs États ont des conditions historiques artificielles, depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Bon, donc, par conséquent, c'est Est-ce pas le parce cas que au Liban? Bien sûr, mais comme les 80% des États. Les États-nations sont des États artificiels, il y a des rapports de force politiques, il y a des conquêtes militaires, etc. Ce qui est fondamental dans le Liban, comme c'était fondamental pour la Yougoslavie, comme c'est fondamental pour ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Belgique et compagnie, vous avez des États qui sont le symbole des sociétés multiculturelles, d'hier et de demain. Et si ces sociétés éclatent, ça veut dire que nous n'arriverons jamais à organiser la cohabitation culturelle au niveau mondial. C'est pour ça que l'enjeu politique du Liban dépasse largement le Liban. Que les chrétiens aient eu hier le pouvoir et qu'ils soient obligés de le partager, c'est une évidence. Mais la question politique au sens large qui est posée par le Liban, c'est est-on capable de faire... Est-il possible de faire un État laïque, un État multiconfessionnel, sur le plan multiconfessionnel, donc c'est la cohabitation des religions. Je rappelle qu'on appelait le Liban, il y a encore de longues années, la Suisse du Bien sûr. Moyen-Orient, justement eu égard à sa neutralité. Vous avez, si vous prononcez le mot Suisse, la Suisse a été au cœur d'affrontements politiques gigantesques pendant 3 siècles avant de devenir une terre de cohabitation. Donc c'est un enjeu pour la terre entière, le Liban, parce que, c'est multiconfessionnel, arriva-t-on à faire cohabiter les confessions, 2, arriva-t-on à faire cohabiter des intérêts politiques contradictoires et des identités nationales contradictoires. Donc c'est en ça que le Liban, si je puis dire, nous sommes tous libanais, au sens où les conflits de demain en Europe et dans le monde seront multiconfessionnels, multinationaux et multipolitiques, et c'est pour ça que nous avons intérêt à trouver une solution là, parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas de cohabitation possible, ça éclate, et que l'éclatement, là, il fait la guerre civile. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu fondamental. Alors, Éric Zemmour, un mot, j'ai une question à poser pour conclure sur ce point. J'ai une question à poser ensuite. Et ça, cher Dominique Volton, ce que vous venez de dire, ce n'est pas une opinion personnelle. Non, mais non, par définition, c'est ce qu'on appelle un constat politique au niveau international. Est-ce qu'on est capable... Je pense que tout le monde ne tirera pas forcément... Moi, j'appelle ça du wishful thinking, mais c'est attendez, s'il vous plaît, on va pas avoir une discussion sur... Ici, il y a des éditorialistes qui s'appuient sur des réalités et qui ont des interprétations différentes, sinon je vois pas l'intérêt de vous mettre ensemble. Alors, je voulais dire... fondamentalement éditorialiste. Alors, attendez. Ce que je veux dire, Francis Taloupo. Ce que je veux dire, Jean-Marc, c'est vrai que j'écoute ce que dit Dominique avec beaucoup d'intérêt. Je vais juste rajouter que même si l'enjeu pour tous les pays, tous les États-nations, est de faire cohabiter harmonieusement dans un corpus, je dirais, républicain éventuellement, un ensemble de communautés, ça, effectivement, c'est un enjeu qui est lancé à tous les pays, à tous les États-nations. Oui, mais il y a très peu d'États-nations qui sont à ce point-là le symbole de ça. Tout à fait. Alors, et en plus, la République est contradictoire avec les communautés. C'est que partout. C'est parce que vous plaquez votre vocabulaire S'il vous français. plaît. Est-ce que vous pourriez cesser vos apartés et laisser Francis terminer? La République libanaise
n'a rien à voir avec la République française. On est d'accord, Parce que on est d'accord. Est-ce que j'ai parlé à la mauvaise oreille de l'un et de Je l'autre? comprends pas. Le mot République, nous n'en sommes pas propriétaires. Bon, Nous s'il n'avons vous pas le plaît. mot En montant. France, il veut dire quelque chose. Francis, continuez, Francis, Au parce Liban, il veut que pas dire s'il la même vous chose plaît, que je suis chez nous. d'accord. S'il vous Alors, plaît. personne n'entend ce que vous S'il dites. vous plaît. Permettez-moi de vous le rappeler. cette manière Et de par contre, on parler, aimerait c'est- bien, oui. on aimerait bien On Francis ne peut pas Laloupo Je puisse voulais s'exprimer. simplement signaler l'histoire spécifique du Liban dont il faut tenir compte pour comprendre l'actualité. C'est-à-dire que le Liban n'a jamais été une terre tranquille et paisible. Tout à l'heure, vous indiquiez qu'à un moment donné, on appelait le Liban la Suisse Du Moyen-Orient, oui. On appelait Il y a la Suisse ça du Moyen-Orient, nombreuses mais années. je crois que ça relevait davantage de l'incantation que de la réalité, puisque à un moment donné, on avait choisi, par exemple, on avait pensé que le commerce, l'activité commerciale très active, ou ce qu'on a appelé d'ailleurs le consensus politique, pourrait gommer justement ce fragile édifice de la cohabitation des communautés qui n'a jamais résisté au fond au soubresaut d'une histoire très ancienne. Parce qu'au fond, c'est un pays quand même qui a toujours vécu soit sous des systèmes de domination, bon, on pense notamment à la domination babylonienne, ottomane par exemple, on pense également, je veux dire, on peut remonter très loin au protectorat égyptien. Alors, c'est toujours un pays qui a été confronté, je dirais, à une influence extérieure et qui n'a jamais su concilier cette influence extérieure avec ses propres contradictions internes. Alors, notamment ces dernière question sur ce luttes point. confessionnelles, ces luttes théologiques qui ont toujours existé entre des différentes confessions religieuses. Donc ce n'est pas une affaire récente. D'où justement la mise en place de ce fameux consensus dont est issu un président. Et il me semble que le consensus libanais aujourd'hui est devenu, je crois, c'est le grand défi. Est-ce que ce consensus peut résister à la réalité historique ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a comme formalisé Est-ce que la le consensus cohabitation est l'expression politique Un consensus d'une réalité? cohabitation. Alors, s'il vous plaît, Cohabitation. moi je voudrais qu'on conclue sur ce point avec Nadir Djenad, à qui j'ai une question à poser. Personne ici n'a évoqué la conférence internationale qui doit se tenir la semaine prochaine d'Annapolis. Est-ce que cette conférence entre Israël et différents pays du Moyen-Orient n'a pas une influence, elle aussi, sur le Liban? Est-ce que, par exemple, un pays comme la Syrie n'est pas en train d'opérer une certaine pression, disons, au travers du Liban sur cette conférence? Je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est quand même deux dossiers différents. Hein. Le conflit israélo-palestinien et le dossier libanais. Par contre, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de Condoleezza Rice qui réagit mollement. C'est vrai que les États-Unis, là, comme l'administration Bush, quand même, la vit ces derniers mois. Donc c'est vrai qu'elle essaie de s'impliquer vraiment, donner toutes ses forces donc pour la résolution, essayer de résoudre le conflit israélo-palestinien et d'une certaine façon délaisse le dossier libanais donc Délègue même délègue le le dossier libanais visiblement. aux Européens. Mais je crois que c'est quand même deux dossiers différents. Deux dossiers différents. Alors bon, on viendra pas à bout de ce dossier aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la conférence d'Annapolis la semaine prochaine. On revient en France. Les élections municipales ont lieu au mois de mars et là, le congrès des maires a eu lieu à Paris. Le congrès des maires, c'est toujours l'occasion de poser une série de problèmes, de problématiques sur les villes de France. Et là, il y en a une qui est apparue au travers d'un sondage, d'un quotidien, qui a indiqué que les 3/4 des Français seraient maintenant favorables au vote des étrangers lors des élections municipales. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait dit qu'il n'y était pas opposé personnellement, même si ce n'était pas le moment. Alors, est-ce que cette évolution, Francis Laloupo, est mûre pour qu'au mois de mars, par exemple, on imagine que les candidats se prononcent tous pour le vote des étrangers au municipal? Non, je ne crois pas. Je vais vous faire une réponse très courte parce que, bon, comme il faut avancer dans le débat, je veux dire que nous avons plutôt l'habitude ici, enfin bon, quelques-uns d'entre nous, nous critiquons généralement les sondages. C'est-à-dire qu'on vit à une époque où on gouverne à coups de sondages, où on a vu dernièrement les grèves, par exemple, être gérées à coups de sondages. Donc je ne vais pas accorder davantage de vertu, d'importance à ce sondage, pas plus qu'à d'autres. Il y a des décisions de responsabilité à prendre. Ces responsabilités, il faut que les élus, que les dirigeants politiques de ce pays prennent ses responsabilités, puissent prendre, je veux dire, à un moment donné, le pouls de l'histoire et décider si le temps est arrivé pour faire évoluer l'implication des étrangers dans le système électoral français. Je crois que c'est une décision qui relève de la responsabilité de l'homme politique davantage que des sondages. Cependant, le fait qu'on puisse impliquer des étrangers dans des élections locales, bon, a priori ça semble tout à fait logique et juste, on voit ça dans d'autres pays et ça fonctionne très très bien. La question est de savoir si on résout définitivement dans ce pays
l'équation plutôt entre la citoyenneté et l'élection. Parce que ça, c'est la question de fond qui n'a pas auquel on n'a pas répondu. Alors, Nadir Djenad, ensuite Dominique Volton, enfin Éric Zemmour. D'accord. Francis Leloup, vous parliez des sondages, mais c'est vrai que depuis 2000, quand même, on remarque que tous les sondages montrent qu'une large partie de l'opinion française est favorable au droit de vote des résidents étrangers. Donc là, il y a une continuité des sondages. L'opinion publique est vraiment en avance par rapport à la classe politique. Moi, j'aimerais souligner ici quand même la responsabilité du Parti socialiste qui aurait pu accorder le droit de vote des résidents étrangers dès 1981. Rappelez-vous, c'était une des 110 propositions des promesses de François Mitterrand. La France est en retard sur cette question par rapport à ses voisins européens. Il faut rappeler que quasiment tous les pays de l'Union européenne ont accordé le droit de vote aux municipales pour les étrangers qui résident. Exactement, donc la France est en retard, mais d'autant que c'est paradoxal parce que les étrangers ont quand même des droits en France. Par exemple, ils participent aux élections prud'homales. Ils participent à diverses élections. Alors pourquoi donc on leur accorde pas le droit de vote? Pourquoi le suffrage universel est le dernier rempart? Dominique Volton. Et enfin, Éric Zemmour ensuite. Moi, je pense, si vous voulez, que ça montre là le manque de courage de la classe politique. C'est-à-dire que la gauche aurait déjà dû mener cette bataille, vous l'avez dit. Maintenant, c'est plus un problème gauche-droite, c'est un problème classique d'une démocratie aujourd'hui, dans des sociétés ouvertes comme les nôtres, ne peut pas ne pas donner le droit de vote. C'est un problème de reconnaissance, un problème de... C'est pas une opinion, ça. Éric Zemmour. Non, mais parce que ça m'a agacé. Laissez. Moi, je trouve ça légitime que vous donniez une opinion. Éric, laissez Dominique Volton exprimer son idée. Quand on fait du comparatisme dans le cas de l'Union européenne et qu'on s'aperçoit que la moitié des pays, même maintenant les 2/3, donnent le droit de vote aux élections locales, on se dit pourquoi pas la France? Et comme la France n'arrête pas de faire des leçons au monde entier sur l'universalité, là nous pêchons terriblement par universalité, puisqu'en fait nous faisons une différence entre les nationaux et les autres. Et j'ajoute que comme les immigrés font évidemment partie du patrimoine économique, culturel et humain de nos sociétés, ce serait la moindre des choses d'une démocratie ouverte et multiculturelle, ce que nous sommes tous devenus comme démocratie, que nous leur donnons le vote au niveau local. Et j'ajoute, par rapport aux problèmes de racisme, d'exclusion, qui sont montants partout, parce que la xénophobie est partout montante, on n'a qu'à voir la manière dont les pays riches se referment sur les questions d'immigration, pas seulement au nord, mais aussi au sud et aussi sud-sud. C'est quand même une question sur laquelle je travaille maintenant depuis 3 ans. Une des manières de lutter contre cette xénophobie rampante, c'est tout de même de reconnaître que ces hommes et ces femmes sont des citoyens comme les autres au titre des élections locales et régionales. Éric Zemmour voulait dire... C'est une bataille politique qui n'est pas gauche-droite. Je l'ai vu... Non, moi, vous savez... Chaud bouillant pour intervenir sur ce point. Le vote des étrangers municipaux. Moi, vous savez, je pense que je suis comme d'Israéli, je suis conservateur. Quand les choses sont bien, il faut les conserver. Il faut changer que les choses qui sont pas bien. Et je pense que la Révolution a instauré un principe très simple de lien entre la citoyenneté, la nation et le vote. Et que j'estime qu'on ne doit pas changer ce lien, qu'on ne doit pas rompre ce lien. On me donne tous les exemples étrangers qu'on veut, c'est très bien. J'estime que la France n'est pas en retard, qu'elle est au contraire fidèle à la vraie conception de la démocratie, qui est pour moi liée à la nation. Il n'y a jamais eu de démocratie en dehors de la nation. Maintenant, et en dehors de la citoyenneté. Je pense que ce serait une grave erreur. Je pense que les sondages, alors là je suis d'accord avec Francis, vous savez, en 2005, il y avait 70% des gens qui votaient oui au référendum. On a vu comment ça s'est fini. Et en 94, moi je me souviens que Balladur était élu au premier tour. Donc je ne crois absolument pas aux sondages. Je me moque même des sondages. J'en fais une question de principe. J'estime qu'on ne doit pas donner le droit de vote aux étrangers. Il y a des différences légitimes entre les nationaux et les étrangers. On ne doit pas faire il y a des différences, c'est comme ça, sinon quel intérêt d'être citoyen français? Bon, alors, je vais rebondir. Je pense que tout le monde a envie de parler. Je vais rebondir en posant une question, par exemple, à Dominique Volton, mais très rapide, pas une réponse trop longue, que nos autres invités puissent s'exprimer. Par exemple, si on applique le droit de vote aux étrangers, aux municipales, à Mayotte, quel est le risque? Il n'y a aucun risque? Ok, c'est bon. Alors, premièrement, vous saurez bien le sens de ma question. C'est qu'il y a de nombreux Mahorais, et qui ne sont pas pour autant des gens qui refusent tout étranger sur leur territoire ou toute présence étrangère, qui disent attention, il y a des endroits où les étrangers sont plus nombreux que les Mahorais, dans certaines villes de Mayotte. Oui, d'accord. Ça pose un problème. Vous parlez des clandestins de Mayotte, des îles des Comores, qui sont à Mayotte. Voilà. Oui, non, je pense que ça pose pas de problème. Vous savez ce qui se joue à Mayotte, hein. C'est fondamental, on n'en parle pas assez. C'est est-on capable de faire de ce territoire français un territoire qui soit en même temps ouvert sur le reste de son identité, qui est la. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux Mahorais qui disent non, nous on n'est pas pour le droit de vote des étrangers municipaux parce que voilà la situation que ça. Mais d'abord, parce qu'est-ce que vous leur donnez comme argument? C'est pas les clandestins qui votent, ce sont des gens qui sont en situation. D'une part, c'est pas aux Mahorais de faire la loi
sur le territoire, ou alors Mayotte fait plus partie de la collectivité territoriale française. Mais de toute façon, moi je ne suis pas inquiet, je ne pense pas qu'il y aurait une majorité de clandestins qui voteraient à Mayotte. Bien sûr que non. Et vous avez le même problème, attendez, vous avez le même problème aussi en Guyane, si vous prenez... C'est un fantasme. Mais c'est un fantasme, si vous voulez. Ce qui est fondamental là-dedans, les émigrés font partie de ceux qui apportent la richesse économique et surtout la richesse humaine. Un immigré... Non mais attendez, je posais la question précise sur l'outre-mer parce qu'elle se pose de façon concrète. Mais partout outre-mer, je veux dire, si vous voulez, les outre-mer ne peuvent pas être des îlots fermés sur le reste de l'environnement. Et la question qui est posée par les outre-mer, c'est que les outre-mer sont elles-mêmes des terres de passeurs culturels. Donc elles ne peuvent pas se refermer comme des châteaux forts. Donc soit pour la Guyane... C'est autre chose de donner le droit de vote à ceux qui passent. Sûr. Mais attendez, bien sûr, non, mais il y a des conditions. Il faut qu'ils soient là depuis un certain temps, qu'ils travaillent, qu'ils aient des activités. Ah ben voilà des précisions quand même importantes. Dans tous les pays, même si on donne le droit de vote ici pour les municipales, par définition, ce sera assorti de conditions. Mais ce qui est assorti de conditions de résidence dans le territoire. Votre question est excellente. C'est aussi intéressant en métropole, cette question. Quelle est intéressante en Guyane, où vous avez beaucoup de passages, quelle est intéressante à Mayotte, quelle est intéressante aux Antilles. Et j'ajoute aussi à la Réunion. Donc par conséquent, moi je pense que la démocratie, c'est un territoire de passage avec des droits et des devoirs. Si on fixe les règles, croyez-moi, comment dirais-je... Donc vous pensez qu'Éric Zemmour se trompe, il suffit de fixer des règles précises et il n'y aura pas d'illusion de la citoyenneté. Alors Nadir Djenad et ensuite Francis Taloupo. Non, moi ce que je pense, c'est que justement ne pas donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, justement favorise le communautarisme parce qu'ils seront exclus de la nation, donc de la République. Mais ce que je voulais également dire, c'est que les étrangers, enfin les résidents étrangers, sont impliqués dans la vie de la cité. Il existe, par exemple, plusieurs municipalités ont créé ce qu'on appelle des conseils consultatifs des résidents étrangers. Moi, j'ai assisté à des réunions de ces conseils et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ont assisté et qui voulaient s'impliquer et qui trouvaient injuste, justement, de ne pas pouvoir voter aux élections locales alors qu'ils payent des impôts, alors qu'ils se rendent compte que des citoyens de l'Union européenne peuvent voter et pas eux. Attendez, ça c'est deux choses. Vous avez raison pour les citoyens européens. Ça, c'est un argument qui me touche parce que j'étais hostile à ce droit de vote. Donc, j'essaye, en tout cas, d'être cohérent. Maintenant, pour le reste, ils payent des impôts, mais ils reçoivent aussi des allocations sociales, etc. Donc, il n'y a rien d'injuste là-dedans. Ils n'ont qu'à demander la nationalité. Ils n'ont qu'à demander la nationalité. Attendez, on écoute jusqu'au bout. On écoute jusqu'au bout, Éric Zemmour. C'est la moindre des choses. Ils n'ont qu'à demander la... Ils payent des impôts et en contrepartie, je veux dire, ils ont les mêmes allocations que les Français. Non, Nadir dit... Non, parce que vous dites souvent que l'immigration, c'est plutôt un coût d'avantage. Mais oui, je pense que il y a l'immigration. Moi, je ne pense plus. Mais c'est une autre discussion. C'est pas moi qui ai dérivé la discussion sur l'immigration. Moi, je pense que il y a des questions de principe. J'en fais une question de principe, c'est tout. C'est tout simple. C'est-à-dire vous liez citoyenneté et vote. Mais c'est pas moi. C'est les Lumières, c'est la Révolution, c'est pas moi. Ce que je dis simplement, c'est que ces gens-là, s'ils veulent s'impliquer, ils ont qu'à demander la nationalité française. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Ils n'ont qu'à demander. Dominique Volton, Francis Taloupo voudrait dire un mot. Moi, je suis conservateur, je n'ai pas honte. Quand les choses sont grandes, il faut les conserver. Non, comme disait Disraeli, pour reprendre votre expression. Ce que dit Eric, évidemment, c'est le fond du débat, c'est qu'il faut trancher justement cette question entre citoyenneté et le... Mais elle est tranchée dans tous les pays multiculturels. Et là, que nous ne sommes pas un pays. Pas chez nous, bien sûr. Elle n'est pas tranchée chez nous. Mais parce que nous ne sommes pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on essaie de pas mener tous les débats... Attendez, je vais vous demander une seconde. Est-ce qu'on essaie de pas mener tous les débats en même temps et en parlant l'un sur l'autre? En France, le débat n'est pas tranché en tout cas. D'autre part, c'est vrai qu'il ne faut pas évoquer les exemples étrangers quand ça vous arrange et les rejeter quand ça vous arrange pas. Quand il a fallu, je ne dis pas vous, Eric particulièrement, mais quand il a fallu par exemple justifier l'ADN, ces dispositions ignobles, il a fallu que l'antienne qui revenait systématiquement, c'était que à l'étranger cela se faisait. Alors quand on parle de citoyenneté, on dit non, la France c'est la France et il faut protéger la France parce que la France a ses lois, sa tradition, son histoire. Mais je veux dire que quand vous évoquez la révolution systématiquement, au fond cette manière aussi de se réfugier dans un passé improbable, c'est tellement glorieux, mais tous les pays ont un passé glorieux. C'est glorieux. Avec des ombres s'il vous plaît. Avec des ombres si chacun, s'il vous plaît. La France n'est pas le centre du monde. S'il vous plaît. Voyagez. Dominique Volton, si à chaque fois qu'un mot est lâché et qu'on saute dessus, les téléspectateurs n'écouteront pas et n'entendront pas. Il faut qu'une personne à la fois parle. La France n'est pas le centre du monde, ici comme ailleurs. Je crois que ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'on en revient à la question de la responsabilité de l'homme politique. Aucune décision, aucun changement ne se fait facilement.
vous évoquez les difficultés, je dirais, techniques, mécaniques, si on arrivait à prendre ce genre de disposition. Évidemment, c'est compliqué, mais c'est le rôle, justement, des politiques, de prendre en charge un dossier, de voir les difficultés, de rendre possible ce qui semble impossible de au faire départ. l'inventaire des difficultés et de trouver les solutions. Parce que la question, au bout du compte, c'est de mettre en place des règles. Il ne s'agit pas non plus, je veux dire, j'imagine... Et de faire cohabiter des hommes et des femmes. J'imagine pas qu'on donnerait le droit de vote à un étranger qui viendrait de franchir la frontière. On est d'accord. Pour arriver en France. On comprend, Francis. On est déjà... On laisse Francis terminer, mais on est déjà très en retard. On comprend, c'est pas évident. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée. On peut pas... Moi, j'ai entendu des élus, par exemple, proposer qu'on donne ce droit de vote à des étrangers qui sont en France depuis 5 ans, par exemple, ou depuis 10 ans. Et que c'est tout à fait juste. Quand vous voyez comment les gens vivent, parce que la vraie vie, quand même, c'est d'aller dans les localités, d'aller dans les villes. Il faut voir la relation de proximité qu'il y a entre tous les citoyens dans une ville, par exemple, les réunions dans les municipalités, les maires, je veux dire que concrètement, je veux dire, au niveau local, invitent des Français, des résidents étrangers à venir participer aux réunions dans les municipalités. Ça, c'est la réalité. Donc déjà, ces étrangers pèsent déjà sur les décisions qui sont prises pour leur quotidien, présents dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est tout à fait juste, c'est simplement de ratifier cette disposition, cette réalité-là, par la participation à des élections locales. Alors, Éric Zemmour veut dire un mot. Ensuite, Nadir Djenad. Francis m'a très fait justement faire remarquer que je m'étais servi des exemples européens pour l'ADN. Il a tout à fait raison. Je voulais simplement dire, il y a une différence, c'est que les mesures sur l'immigration sont maintenant communautarisées dans le cadre européen. C'est faux. Mais c'est faux. L'Union européenne a pris une série de décisions, mais elles ne sont pas toutes applicables dans tous les pays. En tout cas, sur le droit de vote. D'accord, c'est bien ce que je dis. Bon. En revanche, sur les mesures sur l'immigration, ADN et compagnie, c'était une mesure globale prise par Est-ce que vous Bruxelles. vouliez en venir en disant ça? Mais je voulais en venir que c'était pas la même chose, c'est tout. que... C'était différent. Francis m'a dit... À part un espace commun Schengen, chaque pays, quand même, a non seulement je veux dire, ses lois, ses politiques, et surtout sa culture de l'accueil de l'immigration. Alors, il y a Nadir Djenad, il y a Dominique Golton, ensuite Nadir Djenad. Tout le problème des pays européens, mais pas seulement, mais nous sommes la partie du monde qui si je puis dire, est l'espace le plus ouvert, le plus démocratique. Tous les pays ont le même problème, réduire les discriminations et les inégalités, non seulement au sein des nationaux, mais surtout au sein des populations d'immigration qui sont chez nous. Et là, un des grands échecs de l'Europe, c'est que nous ne sommes plus capables de faire depuis 30 ans ce que nous vendons comme valeur au reste du monde, c'est à l'égalité, la promotion, etc. Donc, non seulement la discrimination et l'inégalité est forte, non seulement elle nourrit naturellement des conflits, non seulement elle nourrit les risques de communautarisme, non seulement elle nourrit la xénophobie et le racisme et le populisme, mais ensuite elle nourrit des risques de mécanismes de terrorisme. Donc ça veut dire que l'Europe est totalement en contradiction avec ses propres valeurs. Et les questions du vote, c'est fondamental parce que par le vote, en dehors de la vie économique et sociale, en dehors de l'éducation, c'est par le vote que vous reconnaissez qu'en face de vous, un homme et une femme sont des êtres humains comme les autres. Donc par conséquent, pour les valeurs européennes, c'est une évidence que le vote au niveau local est la première des choses à faire pour que le modèle européen démocratique ait un minimum de chances d'être crédible pour lui-même. Si on ne vote pas, on va donner la parole à Nadir Djenad, et on va terminer sur ce point. Ça ne veut pas dire un Français comme un autre. Non, mais laissons parler Nadir Djenad. Non, mais excusez-moi. Vous parliez Éric Zemmour, vous parliez dans ces cas, ils ont qu'à prendre la nationalité, mais vous savez très bien que c'est difficile. Enfin, il y a beaucoup d'embûches pour obtenir la nationalité. Donc ça décourage beaucoup de gens de la demander. Mais je voulais juste rajouter par rapport à l'Union européenne, ce qui est quand même dommage, c'est que par exemple des citoyens autrichiens peuvent voter en France, alors qu'on sait très bien qu'il y a très peu de liens entre l'Autriche et la France, alors qu'il y a énormément de liens. S'il vous plaît. Juste pour dire que moi qui ne suis pas né en France, qui suis venu d'ailleurs, n'est-ce pas, depuis quelques décennies maintenant, je dis souvent d'ailleurs aux immigrés qui se plaignent de ne pas participer aux opérations électorales, de ne pas voter en France, je dis écoutez, au fond, c'est vrai que le plus simple, le raccourci le plus efficace, c'est de devenir français. C'est effectivement de demander la nationalité française. C'est beaucoup plus simple parce que j'ai vécu aussi pendant longtemps. Je connais la grande frustration des gens qui ont vécu ici depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans et qui, au moment où arrivent évidemment les grandes échéances électorales, se sentent un peu en retrait de ce mouvement dont ils font en même temps partie. Et c'est vrai que souvent quand même la solution. Attendez, ils doivent pouvoir voter sans avoir à devenir français. Non, mais ça c'est la. Attendez, on va pas réussir à vous mettre d'accord. D'abord, on ne pense pas que la France veuille naturaliser tous les étrangers qui sont en France. Deuxièmement, les étrangers vivant en France ne souhaitent pas forcément être naturalisés. Mais c'est vrai que il faut prendre sa responsabilité, enfin pour les hommes politiques en tout cas. Il faut dicter des règles. Et puis par ailleurs, encourager aussi peut-être des étrangers de temps en temps
s'ils veulent participer à la vie nationale, c'est au-delà même de l'acte de voter, parce que être électeur, c'est être éligible, c'est d'être intégré, de demander la nationalité On a bien française. compris que sur ce point, vous n'arriveriez pas à vous mettre d'accord aujourd'hui. Dominique Volton, on va y revenir. Les élections municipales ont lieu au mois de mars. Et donc, d'ici au mois de mars, on aura l'occasion d'y Les revenir. Outre-mer ont le droit de vote. Elles ne l'avaient pas dans le début. C'est bien par le droit de vote que les Outre-mer considèrent qu'ils participent à l'identité. C'est un débat qu'on continuera. Moi, je voulais qu'on revienne encore sur un fait qui a pris une importance médiatique cette semaine assez grande. C'est ces 370 familles installées rue de la Banque à Paris, symbole du mal logement, de la crise du logement. Alors, bien entendu, ça a pris une importance médiatique parce qu'on a vu défiler Emmanuel Béard, Josiane Balasco, d'autres artistes. J'ai pas trop envie qu'on évoque le rôle démagogique pour les uns, généreux pour les autres de ces artistes. Ça ne me paraît pas être le centre de la chose. Je voudrais quand même qu'on parle d'une chose toute bête. Est-ce que c'est pas une situation aberrante quand on cite les chiffres? Certains studios d'hôtels dans lesquels sont logées ces personnes coûtent 3 100 € pour 19 mètres carrés. D'autres 7 000 € pour 30 mètres carrés. Et bien entendu, ces familles ne payent pas ces sommes. Aide publique des uns et des autres, qui paye cette somme, l'État, c'est-à-dire vous et moi, qui payons nos impôts finalement. Alors, est-ce qu'au-delà de l'aspect moral dont on peut parler, il n'y a pas quand même une gabegie, une aberration totale dans cette situation? Éric Zemmour? Ah, ça c'est indéniable. Une gabegie énorme, un coût, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut bien comprendre la situation, elle date de très loin. C'est-à-dire que depuis 10-15 ans, on a l'État, à droite comme à gauche, n'a pas lancé de programme de construction à la hauteur des besoins. Je crois qu'il le paye aujourd'hui alors. Voilà, on le paye aujourd'hui. Et évidemment, comme on n'est pas dans Astérix, vous vous souvenez que Panoramix lançait des petites pastilles comme ça pour faire construire, lever des immeubles ou des arbres en une nuit, voilà. Et donc là, on ne peut pas, donc ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc là, pour la première fois, il faut reconnaître que le gouvernement a pris la mesure du problème, en tout cas mieux que ses prédécesseurs, et que il a lancé un plan de construction de 500 000 logements. Je ne sais pas si ça va résoudre le problème, je ne sais pas si ça va aller au bout, je ne sais pas si ça sera financé. Ça, je n'en sais rien. Je dis, en tout cas, dans les projets, c'est comme ça. Maintenant, je voudrais dire que cette crise, pourquoi l'État s'est laissé comme ça déborder? Les socialistes sous Jospin, après sous Chirac, Raffarin et Villepin. Pourquoi? Que ce soit droite ou gauche, donc. Droite ou gauche, c'est sur 10 ans en gros, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai compris. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas vu qu'il y avait des bouleversements inouïs, économiques, sociétaux. Il y en a trois majeurs, d'après ce que j'ai pu travailler dessus, j'ai pu étudier ça. Il y a premièrement les conséquences du divorce de masse. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes, là où il y avait un appartement, il y en a deux, parce que le divorce a atteint une telle ampleur que ça commence à influer, tous les spécialistes l'expliquent, sur problème de société. Problème de société énorme. Deuxième chose, la spéculation immobilière dans le cadre de la liberté des capitaux, de la mondialisation, qui fait que toutes les grandes villes sont l'objet d'attaques spéculatives, si j'ose dire. C'est idiot de parler comme ça, mais ça veut dire que les gens très riches achètent à Paris, le marché. Non, font monter les prix. Font monter les prix, donc assèchent. Donc, font monter les prix, et donc les classes moyennes n'ont plus les moyens de se loger, et donc vont en banlieue, qui chassent les autres, etc. Enfin, chacun repart. Et troisième fait que les experts m'ont expliqué, c'est-à-dire que depuis à peu près 10 ans, et on a à peu près 200 000 immigrés, enfin un reliquat de 200 000 immigrés, et donc il faut loger ces gens évidemment, parce que 200 000 tous les ans, ça finit par faire du monde, et donc il faut les loger, qu'ils soient venus avec un travail ou par le cadre du regroupement familial, tout ça n'a aucune importance parce qu'en fait il faut loger tous ces gens, et donc c'est la conjonction de ces trois éléments explique une crise très profonde, très lourde, et moi en plus je finis là-dessus simplement parce que imaginons pour que par miracle on construise le nombre de logements suffisant pour arrêter cette gabegie et ce scandale des pauvres gens mal logés, des gens même qui dorment dans leur voiture, enfin c'est évidemment c'est honteux.
il faudra résoudre aussi les problèmes de fond, parce que on va pas bétonner. Là, on a parlé d'écologie il y a un mois, on a parlé d'environnement, mais on va pas bétonner sans fin ce pays. On va pas construire des tours autour de chaque grande ville pour loger les gens. Il y a voilà. Alors, quelle solution, Francis Laloupeau? Tout ce que vient de dire Eric, oui, mais tout ça sur fond quand même d'une paupérisation galopante de la population. Il y a quand même, il y a surtout quand même, vous avez cité quelques éléments. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande essentiellement. Nous avons quand même aujourd'hui, on a vu s'instaurer la loi du marché dans son expression la plus cynique, la plus brutale, face à une demande qu'on n'a pas cessé de faire reculer, en fait, de pousser vers le bas avec des gens qui sont de plus en plus appauvris, et une demande qui est de plus en plus forte, en tout cas dans son expression, dans son coût. L'offre plutôt. Bon. Alors, on est quand même dans un pays où il faut signaler qu'il y a aujourd'hui 12 à 13 millions de personnes en situation de vulnérabilité économique. C'est très important. On a près de 2 millions de personnes qui sont considérées comme étant mal logées. 2 millions, c'est beaucoup. 800 000 personnes sans domicile ou qui sont hébergées et plus d'1 million de demandeurs de HLM. Mais les chiffres sont effarants. Les chiffres sont effarants et dans un pays où on n'est plus en mesure d'assurer un droit aussi ordinaire. Parce que être logé, c'est un droit citoyen, il est presque même constitutionnel. Vous en venez au droit opposable au logement, là? Quand on n'est plus en mesure d'assurer ce droit-là, on est quand même dans un contexte, c'est une blessure sociale très très importante. Et face à ça, il y a eu quand même un recul de l'intervention de l'État en tant qu'État régulateur, donc l'État qui doit assurer cette exigence sociale, c'est-à-dire trouver le système de compensation entre cette offre qui est de plus en plus forte, basée sur la spéculation immobilière, et une demande qui est de plus en plus, disons, poussée vers le bas avec une paupérisation. Quand vous voyez des gens qui ont 1500 euros de revenus par mois, face à des logements dont vous connaissez les prix, donc vous connaissez les tarifs, on a un déséquilibre qui est profond. Donc nous sommes dans une crise de logement qui malheureusement est appelée à durer. On est dans une crise durable, une crise longue. On ne peut pas la régler rapidement. Alors, le droit opposable au logement, Dominique Volton, en essayant d'être un peu plus bref pour les uns et les autres, le droit opposable au logement dont a parlé M. Sarkozy, vous en pensez quoi? C'est d'abord M. Chirac qui en a parlé. M. Chirac le premier, oui, c'est vrai. C'est lui qui l'a fait inscrire. Moi, je pense que c'est un symbole formidable. C'est vrai que quand vous avez une augmentation des inégalités, vous avez un problème de logement qui devient extrêmement prégnant. Donc, par conséquent, on peut dire deux choses. Un, les mal logés, c'est en bonne partie les mêmes populations dont on a parlé tout à l'heure pour le vote. C'est beaucoup des immigrés. Donc, par conséquent, des gens qui contribuent à la richesse du pays et à son intelligence. Donc, par conséquent, on retrouve l'énorme problème de l'inégalité et de la discrimination. Et vous avez ce déclassement d'une partie des Français. Donc, si je puis dire, on se dit en 54, ça a été le problème posé par l'abbé Pierre. On est 50 ans après, c'est pas résolu. Donc, c'est une des grandes failles de cette société française qui, soi-disant, doit réduire les inégalités. Et si vous voulez, un homme politique, à partir du moment où la tragédie du logement se met en mouvement, il peut dire ce qu'il veut s'il n'est pas capable de résoudre un homme politique et une majorité. Il n'est plus audible et crédible. Il n'est pas audible. Et donc, par conséquent, on est en train d'arriver, si vous voulez, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que c'est extraordinaire le décalage entre les faits et la conscience. À partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des inégalités, qu'il y a un problème sur les pouvoirs d'achat et qu'il y a un problème maintenant sur le logement, on s'aperçoit qu'un pays comme la France, qui est structurellement extrêmement riche, mais c'est quasi monstrueusement riche, tellement il est riche. Ça veut dire que les inégalités sont catastrophiques et que c'est à la politique, avec les responsabilités et de la gauche et de la droite, d'être capable de résoudre ça. Si on n'est pas capable de résoudre le droit au logement, ça veut dire à ce moment-là, il faut l'inscrire comme un droit opposable. Et là, si vous voulez, vous avez le logement, vous avez la santé, vous avez l'éducation, ce sont des fonctions essentielles et qui permettent de redire quoi. C'est des pivots de la société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revalorise enfin le rôle de l'État. Et donc, par conséquent, on est sur un problème politique. C'est aussi parce que l'État n'a pas régulé ni la spéculation, les mouvements de capitaux, ni l'immigration, ni même les mouvements de société. Alors là, c'est encore plus compliqué qu'on en est là aujourd'hui. On en est là. Alors, on va demander à Nadir Djenad. Moi, j'ai entendu Jean-Louis Borloo inventer la Borlette à 100 000 euros. J'ai entendu la construction de 500 000 logements. On les a pas vus. Nadir Djenad, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, j'ai surtout entendu Christine Boutin à l'Assemblée nationale il y a quelques jours dire que elle a assuré que la loi SRU, qui impose donc aux communes de construire 20% de logements sociaux, serait appliquée de façon stricte. J'attends de savoir ce qu'elle entend par de façon stricte, et que donc les maires bâtisseurs seraient donc favorisés.
Donc j'attends de voir un petit peu concrètement comment ces mesures donc seront annoncées. Il y a également à partir du 1er janvier 2008 l'application du droit au logement opposable, qui est quand même une revendication de la plupart des associations qui luttent contre le mal logement. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que j'ai entendu aussi le président de la République dire qu'il voulait faire de la France un pays de propriétaires, alors qu'on n'arrive pas quand même à trouver un logement pour à peu près 2 à 3 millions de personnes. Ouais. On va terminer par là parce qu'il nous reste assez peu de temps si on veut parler du reste. J'aimerais poser une question là. J'ai lu dans un journal, je vais vous dire lequel, c'est l'Humanité ce matin, que symboliquement le Parti communiste, un certain nombre de ses militants, est allé organiser une réquisition dans un immeuble vide de la région parisienne de Paris, dans le 9e arrondissement. Faut en venir jusqu'à la réquisition, faut aller jusque là. C'est bien que quand les mouvements de défense des mal logés sont obligés de faire ça, ça veut dire que certainement que c'est un acte symbolique qui permet de poser le problème politique. Ça c'est archi classique, c'est comme la grève, hein. C'est une forme de grève. C'est juste une action symbolique. Oui, est-ce qu'il faut aller plus loin que cette action mais symbolique? oui, Il y a beaucoup de logements vides. Mais bien sûr. À Paris et dans d'autres grandes villes de France. Et moi, si je puis dire, si vous voulez, la question du logement, quand ça devient tragique, comme c'est en train de devenir tragique, comment voulez-vous que l'on fasse croire à des millions de gens aux vertus de la société démocratique si elle n'est pas capable de mettre d'accord des partenaires contradictoires là-dessus? Si vous voulez, pour moi, l'échec du logement, c'est quelque chose qui nourrit un refus de la société démocratique, puisqu'on dit, on n'est pas capable de mettre autour d'une table des gens qui ont des intérêts contradictoires et de les mettre d'accord. Donc, par définition, le logement, c'est un des grands symboles, avec la santé, et nous sommes en train de revenir en arrière, c'est-à-dire que les 30 ans de dérégulation et d'idéologie libérale que nous venons de vivre produisent cette crise du logement. Et c'est un problème général en Europe. Alors, Francis Laloupeau, le dernier, et ensuite, nous allons continuer. Alors, signe aussi d'un retour en arrière, c'est qu'on a le sentiment que quand on voit ces gens, parce qu'on a vu ce spectacle malheureux de ces gens qui sont ces enfants dans la rue, c'est comme un retour en arrière parce qu'on se souvient des bidonvilles de Nanterre d'il y a 30 ans, 35 ans par exemple. Voilà. Et revenir à ce type d'image, au fond, ça renvoie aussi à une réflexion. C'est qu'une société comme celle-ci, qu'une société capitaliste, comme on a vu des gouvernements se succéder, des régimes socialistes, libéraux, comme toute société capitaliste a besoin de son prolétariat. Pendant une période, c'est la classe ouvrière qui tenait un peu, je dirais, cet espace-là. Cette classe ouvrière a connu une promotion à un moment donné. Il semble aujourd'hui que le nouveau prolétariat, ce soit quand même ces immigrés-là. Et le danger serait de coaguler ce prolétariat et de ne pas s'y pencher et trouver les solutions qu'il faut pour pouvoir justement trouver une nouvelle fluidité dans une société qui a besoin de ça, je veux dire, pour être réellement dynamique. On va pas avoir la prétention de relancer le débat sur ce que vous venez de dire, Francis Laloupeau, parce que c'est quand même un problème très important. Il nous reste très peu de temps. Je vous propose, on avait prévu, on dit tout, on avait prévu de parler du rapport du club Averroès sur les couleurs à la télévision. Je propose qu'on en parle la semaine prochaine parce qu'il nous reste plus de temps. Oui, parce que c'est important. Et c'est important, on en reparlera, mais je vous le dis à tous là, on a un peu débordé. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde quand même, Dominique Volton voulait en dire un mot, et Éric Zemmour aussi, je le sais. Cette semaine, on a appris la mise en examen de l'ex-président de la République, Jacques Chirac. Alors, un mot, Dominique Volton, en essayant d'être un peu rapide, ça... Écoutez, par rapport à la question de ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on a aimé cette semaine, on peut dire deux choses. Pour une part, c'est on est bien dans cette rubrique. Ah bon, pour une part, on peut dire tant mieux, la justice fait son travail, même si c'est lent, elle le fait en retard, mais elle le fait quand même. Et un président de la République n'est pas au-dessus des lois. Aspect positif. Aspect négatif. Une fonction présidentielle, j'ajoute que les faits sûrement il y a 15-20 ans, etc., etc. Une fonction présidentielle qui est atteinte comme ça, on est au-delà de la question de la justice, qui par elle-même fait suffisamment de la justice, on est dans des problèmes de symboles. Et finalement, je ne sais pas si la démocratie gagne à faire qu'un ancien président élu puisse passer devant les tribunaux. Moi, personnellement, je doute énormément que ce soit quelque chose qui réconcilie les Français avec l'idée de justice. Et j'ai envie de dire que vous ne retirerez jamais dans la tête des gens, en dehors de ceux qui sont hargneux par définition et qui pensent que Jacques Chirac est un salaud, que c'est bien que tant qu'il paye, hein, mais en dehors de ça, je ne pense pas que ce soit ça qui réconciliera les Français avec l'idée de justice. Et si je puis dire, nous avons si peu de valeur symbolique, qu'il faut faire attention quand on y touche. Faut pas trop les écorner. Non, et j'ajoute qu'un président de la République, quel qu'il soit, et celui-ci n'a quand même pas fait la guerre, parce qu'il y a peu de guerre dans le mandat de Chirac, hein, dans les deux mandats, il a fait des erreurs, il a fait des choses réussies, etc., etc. Tout le monde reconnaît qu'il n'a pas piqué dans la caisse pour lui. Donc, si vous voulez, je ne suis pas persuadé, et on est là dans des grands enjeux symboliques. Donc, moi, personnellement, entre l'aspect positif et l'aspect négatif, vous l'avez déjà entendu, être aussi gentil que ça avec Jacques Chirac, vous et ce n'est pas du tout mon parti politique. Donc, si vous voulez, au moins, c'est clair. Éric Zemmour, vous avez aimé ou allez être encore détesté? Parce que c'est le même sujet, alors. On va être étonné. Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'allais dire que pour une fois, j'étais d'accord
J'ai aimé l'intervention de Jacques Dominique Chirac Volton. vous a mis d'accord. Dominique Volton. Mais vous savez, Dominique Volton et Éric Zemmour se sont mis d'accord grâce à Jacques Chirac. mais attendez, mais Jacques Chirac, c'est pas un bilan catastrophique, Jacques Chirac. C'est comme quand on dit. Je vous laisse l'entière Mais responsabilité. de Valéry votre Giscard discours. d'Estaing, ce n'était Comme pas un toujours, bilan d'ailleurs. catastrophique. Éric Zemmour a aimé cette semaine François Mitterrand l'intervention non de plus. Dominique Volton. Voilà. Un mot, Francis. Alors, si vous me permettez, Jean-Marc, j'aimerais faire un peu de, une fois n'est pas coutume, un peu d'autopromotion. Ah, de l'autopromotion. Voilà, pour la station de radio Africa numéro 1. Oui, ça prépare une grande fête, là. Voilà, qui fête ses 15 ans de diffusion on n'est pas sur, invité. sur, On sera sur invité. Paris. On n'est pas invité. Vous avez Et vous êtes déjà tous les... invités, Ah, vous allez bon. le Ne jouez pas les picassiennes. S'il vous Je veux plaît. être invité. Donc il y a une grande et belle fête Bon. au Casino de Paris, le 6 décembre. Ouais, Vous fêtez avec cet Manu événement, Dibango, avec une pléiade d'artistes. Lokwa avec- Kwanzaa, beaucoup Voilà. d'artistes. hein. Une grande et belle Voilà. fête, donc les 15 ans Non, d'Africa je savais numéro pas. 1 sur Paris. Ouais, c'est pour ça que et Francis est bientôt venu. dans les régions, dans le département. Et voilà, donc rendez-vous le 6 décembre au Casino Rendez-vous de le Paris. 6 Vous êtes tous 6 décembre. invités, bien sûr. Bien sûr. Nadir Djenan, un mot sur ce que vous avez aimé détester cette semaine. Je crois que je vais refroidir un petit peu l'assistance parce que moi j'ai détesté en fait. Il y a eu un fait divers à Nantes il y a quelques jours. 4 adolescents âgés de 17 à 23 ans qui ont écrit des slogans racistes sur la façade de la mosquée de la ville. Donc ils ont été présentés devant un juge pour une mise en examen et devant le juge ils ont dit qu'on voulait lutter contre la prolifération des mosquées. Je trouve que quand on a 17 ans, quand même, je trouve que c'est une... C'est grave. Alors, C'est grave. Moi, Et Éric Zemmour veut dire un mot. Parce qu'on a plaisanté avec Dominique et ça me fait toujours plaisir. Je voudrais dire que moi, cette semaine, j'ai détesté les sifflets au Parc des Princes sur la Marseillaise pour le match France-Maroc. C'est pas au Parc des Princes, d'ailleurs c'est au Stade de C'est au France. Stade de France, Excusez-moi, c'est mon âge qui parle. Et j'ai trouvé scandaleux. Les joueurs français ont dit, on avait l'impression de jouer à l'extérieur. Les spectateurs qui étaient là soutenaient uniformément l'équipe du Maroc et sifflaient l'équipe française et n'applaudissaient que les joueurs maghrébins de l'équipe de France. On est exactement dans le débat de fond. Ben oui, on est bien semaines. d'accord. Qu'est-ce on que est c'est bien qu'une d'accord. intégration? Que c'est que le Ben, respect on est bien de l'autre? d'accord, c'est ce que je voulais dire. C'est tout aussi inadmissible. Bon, Est-ce que vous voulez juste Francis une Lalou peut information dire encore, Juste une petite encore information. nous donner une information. Je vais juste vous communiquer, il y a eu, c'est pas un sondage, mais en fait, il y a eu un classement cette semaine sur les dirigeants les plus sinistres de la planète. Oh là là. Les dirigeants qui font Vous allez nous peur. faire des cauchemars. Alors, Allons-y. il y en a 17 en tout, mais je vais pas vous les citer tous, juste J'ai quelques-uns. gagné. Ceux qui arrivent en haut, En haut de la du fiche, si classement, j'ose dire. en haut de la fiche. C'est, voilà, on a le généralissime Tan Shwe, qui est le chef de la junte militaire birmane. Numéro 1, le général Pervez Musharraf du Pakistan. du Pakistan, Kim Jong-il de la Corée du Nord, Vladimir Poutine de Russie, c'est pas mal, il est bien classé, hein, quatrième. C'est encore un jeu. Robert Mugabe du Zimbabwe, Moussati III qui est roi du Swaziland, et Islam Karimov qui est président de la République d'Ouzbékistan. Oui. Voilà, je vais vous donner juste les plus... Mais disons, qui a voté ceux qui sont en tête de... qui a voté Qui a voté demandé Éric Qui a Zemmour. Vous le voté savez qui a voté? C'est une grande enquête. C'est une grande C'est une enquête, c'est pas avec un croisement. Il nous avec, reste Oui, 20 secondes peut-être d'émission. Pour dire quelque chose d'optimiste qui contrebalance un peu, je rentre du Laos à Vientiane où il y avait la réunion de tous les ministres des Affaires étrangères des 68 pays de la francophonie. La francophonie, oui. Et la francophonie est quand même la seule organisation avec le Commonwealth où il y a 68 États, c'est assez nombreux États et observateurs. Et là, donc, c'était sur le bilan à mi-parcours parce que l'an prochain, ce sera le sommet pour le 400e anniversaire de ça au Québec. Et ce qui était frappant de voir, c'est donc des visions contradictoires, nord-sud, est-ouest, sud-sud. C'est quand même intéressant de voir que sur les questions de budget et de statut de la place de la langue française, etc., il y a eu une unanimité de ces 68 États. Donc ça veut dire que malgré toutes les différences et les inégalités qui subsistent, une coopération style la francophonie, et j'espère demain la lusophonie ou l'hispanophonie, sont capables de faire avancer un minimum de valeurs démocratiques. Voilà. Et comme les On va territoires finir. d'outre-mer, font Ouais. partie d'espaces francophones, oui, là, c'était assez optimiste. Alors, ça ne Eh garantit bien, on va rien, mais finir voilà. sur cette note optimiste pour vous toute la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même lieu. Au revoir.